Bien, mes chers collègues, nous sommes heureux de nous retrouver en ce début d'année 2024 et je voulais avant tout vous souhaiter une très belle année, faite à la fois de santé, c'est le socle sur lequel on construit tout dans la vie, quels que soient d'ailleurs ses projets, ses ambitions, et de sérénité, celle qui nous permet d'avancer et de légiférer avec suffisamment de recul par rapport à une actualité qui nous presse et qui nous oppresse parfois. Nous allons parler aujourd'hui, dans cette séance de travail, d'une maladie qui ne date pas d'aujourd'hui, qui vient de très loin, peut-être d'ailleurs pas tellement des pays latins, puisque Kafka l'avait déjà décrite d'une certaine façon à travers l'une de ses manifestations les plus sensibles, c'est-à-dire l'émergence de la bureaucratie. Je veux parler de la maladie normative, contre laquelle bien des médecins se sont échinés depuis des décennies, et qui pourtant ne cesse de gagner du terrain. Peut-être à la fois est-elle la traduction, le symptôme de la volonté de diluer les responsabilités et en même temps contribue-t-elle elle-même à les diluer et à rendre le fonctionnement de notre appareil d'État dans toute sa complexité moins intelligible aux citoyens. Et pour parler de cette maladie normative, qui a bien des origines, bien des sources, qui mieux que le nouveau président du Conseil national de l'évaluation des normes, Gilles Carrez, qui retrouve ici une maison où il a siégé pendant près de 30 ans, évidemment comme rapporteur général du budget pendant 2 mandatures, c'est assez rare pour mériter d'être souligné, et comme président de la commission des finances, évidemment, certains d'entre vous ont eu à siéger à ses côtés ici. Et donc c'est avec grand plaisir, et je dois dire c'est un honneur pour la délégation de vous recevoir, Monsieur le Président, pour ce début de vos responsabilités. Alors bien sûr, le diagnostic qui est posé par le Conseil national d'évaluation des normes depuis qu'il a pris ce nom et cette forme, c'est-à-dire depuis 2013, avec une modification à l'époque pour beaucoup initiée par notre amie Jacqueline Gouraud, pour qui on a une pensée affectueuse à cette heure, eh bien, le Conseil national de l'évaluation des normes s'est évertué dans les recommandations qu'il a faites, dans les avis qu'il a donnés, eh bien, à essayer de freiner cette inflation normative, d'en pointer certaines des raisons, que ce soit parfois la mauvaise délimitation entre le législatif et le réglementaire, dans la manière dont on produit de la norme, la surtransposition sur laquelle il semble que des progrès aient été faits des normes européennes. En tout cas, ces dernières années, il semble qu'on soit un peu moins allé sur cette pente-là. La méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales, qui est un trait bien connu de certaines de nos administrations centrales, la méconnaissance du principe de proportionnalité, qui fait que parfois on se retrouve à édicter des normes dont on attend qu'elles soient transposées de la même façon, quels que soient les territoires et leurs spécificités. Les difficultés de l'évaluation, là aussi, il semblerait qu'on ait un peu progressé, même si votre prédécesseur regrettait la qualité plutôt en décélération des études d'impact ces dernières années, et puis l'insuffisante pratique ou maîtrise de la technique du rescrit sur le plan juridique, qui était également pourrait être une des solutions pour éviter cette prolifération normative. Bref, Monsieur le Président, depuis 2013, le CNEN n'a pas chômé. Et en amont de la publication des actes réglementaires, vous avez œuvré pour faire vivre une concertation entre les élus locaux et les services de l'État. Je dois ici d'ores et déjà confesser devant la Commission qu'un travail se fera avec le Conseil national de l'évaluation des normes pour essayer d'aboutir à un territoire de coopération partagée, comme vous pouvez en avoir avec le Sénat, avec mon homologue Françoise Gatel et sa délégation, puisqu'aujourd'hui, une charte vous lie à la délégation collectivité du Sénat, qui vous amène d'ailleurs à organiser des travaux réguliers et des échanges nourris. Ça n'est pas le cas à l'Assemblée nationale. Je sais que vous en aviez fait la proposition à mon prédécesseur, mais plutôt à la fin de ses responsabilités. Je compte bien, avec vous, travailler à ce que des relations de travail régulières puissent s'établir entre le CNEN et notre délégation. Et bien sûr, si vous êtes là, c'est parce que, devant nous, c'est parce que nos collectivités territoriales, quelle que soit la strate dans laquelle elles se situent, sont particulièrement exposées à cette prolifération normative. Et pour avoir conduit depuis ce début d'année des rencontres avec la plupart des 117 maires de ma circonscription par groupe d'anciens cantons, je peux vous dire que quand on les interroge sur
des objectifs d'une décentralisation, sur la manière dont on pourrait travailler au statut de l'élu ou lutter contre les violences faites aux élus, en prenant volontairement un axe et plutôt un ordre qui est inverse à ce que la chronologie de nos travaux parlementaires donnera à faire, eh bien on les entend mettre en avant de façon très spontanée leur impression d'être déresponsabilisés, infantilisés parfois par la prolifération des normes, d'être destinataires de normes qui ne s'adressent pas à la strate de collectivité dans laquelle ils se situent, bref, d'exercer dans un cadre qui n'est pas nécessairement moins libre, mais qui est en tout cas beaucoup plus complexe que celui qu'ils avaient à connaître en début de leur mandat, y compris pour ceux qui l'ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez, avec le CNEN, ou l'institution que vous représentez, Monsieur le Président, et à laquelle vous avez succédé à Alain Lambert, à examiner entre 2019 et 2022 plus d'1 millier de textes. Et donc, le CNEN ne chôme pas et vous fait entendre, depuis cette réforme de 2013 où vous êtes dissocié du comité des finances locales, cette voie d'une nécessaire simplification, le président de la République en a encore parlé hier, et d'une nécessaire prudence dans la production normative, qui n'est, contrairement à ce que nous pensons parfois dans ces couloirs, pas le gage de la qualité ni de la loi, ni de la décision publique. Alors, Monsieur le Président, si nous vous écoutons aujourd'hui, c'est bien sûr d'abord pour entendre votre programme, en quelque sorte, celui que vous vous donnez quelques semaines après votre accession à la présidence de cette institution importante pour notre délégation, les grandes orientations que vous entendez impulser, y compris les nouvelles orientations que vous pourrez donner au CNEN. Nous serions également intéressés d'avoir dans votre propos des éléments de comparaison avec des organismes comparables qui peuvent exercer leurs responsabilités en Europe. Quelques éléments aussi sur ce que vous estimez de la qualité de la concertation avec les services de l'État dans les textes que vous êtes amenés à examiner. Partagez-vous le constat, notamment, comme j'ai pu déjà en tendre le fil, d'une dégradation de la qualité des études d'impact ces dernières années. Bref, Monsieur le Président, et nos collègues sont là pour le montrer, et je ne doute pas qu'ils auront des questions nombreuses, certains me l'ont dit avant cette audition. Nous serons tout oui dans quelques secondes pour vous entendre parler de cette maladie dont vous êtes désormais l'un des médecins. Je vous donne tout de suite la parole. Bien, merci Monsieur le Président de votre invitation et de votre très aimable introduction. Tout d'abord, chers collègues, je voudrais vous exprimer mes meilleurs vœux, et en particulier le vœu que tous nous légiférions, nous réglementions en 2024 avec sobriété. Alors, c'est pour moi un grand plaisir de revenir dans cette maison et je vous remercie de votre invitation parce que, je le dis, c'est vrai que j'ai passé 29 ans dans cette maison et j'en garde d'excellents souvenirs. D'excellents souvenirs avant tout du travail réalisé en commun, notamment dans le secteur sur lequel je m'étais plutôt spécialisé, celui des finances publiques. Alors donc, Alain Lambert, David Lisnard m'ont demandé de prendre la succession d'Alain Lambert, qui maintenant n'est plus élu, à la tête du Conseil national d'évaluation des normes. J'ai hésité un peu parce que, d'abord, c'est beaucoup de travail. Or, j'avais décidé d'arrêter, je ne m'étais pas représenté en 2022. Et puis, c'est vrai que je craignais que, me heurter, comme beaucoup, parce que la maladie est très ancienne, un sentiment parfois un peu d'impuissance. Mais j'ai accepté parce qu'il y a une chose qui me frappe, c'est que nous sommes tous d'accord, quelles que soient nos sensibilités politiques, nous sommes tous d'accord sur la nécessité absolue qu'il y a à simplifier et à réduire la quantité de normes. Et dans tous les discours, y compris au plus haut niveau, on l'a encore vu hier soir, nous partageons tous ce constat. Et pourtant, dans une sorte de schizophrénie, situation paradoxale, on est tous d'accord
Et au quotidien, c'est le contraire qu'on observe. Alors, pourquoi ce phénomène, cette distorsion entre le discours, les convictions et la réalité, comment peut-elle s'expliquer? Et donc, c'est de cela que je voudrais vous parler juste en quelques minutes, et puis esquisser quelques pistes, et quelques pistes qui, vous verrez, au demeurant, sont assez modestes, mais ce sujet, il a pour caractéristique de concerner tous les acteurs, et on ne peut le traiter que si chacun y met du sien, si chacun vraiment souhaite l'aborder, que ce soit au niveau des exécutifs, des ministères, des administrations centrales, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, au niveau des entreprises, des destinataires de la norme, parce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est frappant, ils l'ont très bien vu pendant la crise sanitaire, la norme, elle descend d'en haut, et nos administrations centrales, dans une tradition qu'on connaît bien de jacobinisme, ont toujours eu tendance à imposer d'en haut la manière dont on doit s'y prendre sur le terrain, mais le mouvement va aussi dans l'autre sens. Et pendant la crise sanitaire, j'étais très frappé de voir que beaucoup de demandes de normes venaient du terrain, venaient des EHPAD, venaient des associations de parents d'élèves, venaient des maires, toutes sortes d'exemples dont on pourra parler. Donc, vraiment, ce sujet, il est quand même ambivalent et on doit tous le prendre à bras-le-corps. Alors, le CNEN, c'est quoi tout d'abord? En quelques mots, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, au départ, on avait créé, au sein du comité des finances locales, que je présidais à l'époque, c'était en 2008-2009, une commission consultative d'évaluation des normes. Et nos collègues qui siégeaient au CFL, Alain Lambert et Philippe Laurent, qui est toujours maire de Sceaux, avaient accepté vraiment de prendre en charge ce sujet. Mais ce sujet, nous l'abordions avant tout sous un angle financier. Parce qu'au sein du CFL, le problème de ces textes qui s'accumulaient, c'était qu'ils coûtaient de l'argent. Donc c'était une approche avant tout financière. Et puis Alain Lambert, Philippe Laurent, mais surtout Alain Lambert a fait un travail absolument remarquable. Puis le problème est devenu de plus en plus pressant et il a été décidé en 2013 par une loi spécifique de se dissocier du CFL et de créer une instance indépendante, le CNEN actuel, qui se compose de 36 membres. Vous avez 9 représentants de l'État et 27 élus. Sur ces 27 élus, il y a 4 parlementaires, 2 sénateurs, 2 députés. Par exemple, ici à l'Assemblée, sont Véronique Louwagie et puis je crois M. Castor, mais je ne suis pas sûr qu'il ait été renouvelé. Donc ça d'ailleurs un point à voir. Et puis si... Il est député toujours. Non, mais je renouvelé au sens au CNEN. Je ne sais pas. C'est un point... Donc lui et au Sénat, vous citiez Françoise Gatel et par contre Arnaud Bazin qui n'est toujours pas à ma connaissance remplacé, mais avec une forte motivation. Et puis il y a 15 représentants du bloc communal avec 10 maires et puis 5 présidents ou vice-présidents de PCI, 4 présidents de conseils départementaux et 4 présidents de régions. Et donc ce Conseil est saisi obligatoirement dès lors que un projet de loi ou un texte réglementaire qui comporte de la norme, c'est-à-dire un décret ou un arrêté, concerne les collectivités territoriales. Alors, depuis le Conseil d'État, dans sa jurisprudence, a précisé le champ de saisine. Il faut que ces textes soient d'une généralité suffisante, parce qu'on ne va pas voir un texte qui va concerner uniquement une commune ou un département. Et d'autre part, il faut qu'il concerne principalement ou spécifiquement les collectivités territoriales. Le secrétariat, comme pour le CFL, le secrétariat est assuré par un bureau de la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, qui est le bureau du financement des transferts de compétences. Il y a une demi-douzaine de personnes de qualité, ça fonctionne bien. Mais contrairement au CFL, Alain Lambert avait souhaité, et à juste titre, que
compte tenu du fait que les textes proviennent de tous les ministères, de partout, on donne vraiment une coloration interministérielle à cette instance et qu'elle ne soit pas rattachée au ministère de l'Intérieur via le secrétariat qu'assume la DGCL. Donc, le CNEN a ses locaux à côté, à Matignon, et nous travaillons en liaison étroite avec le secrétariat général de gouvernement pour bien montrer ce côté interministériel. La procédure est la suivante. Quand un texte concerne les collectivités territoriales, il doit faire l'objet d'une concertation avec les dites collectivités territoriales et par l'intermédiaire des grandes associations d'élus, essentiellement l'Association des maires de France, l'ADF pour les départements et l'ARF. Et un des rôles majeurs du CNEN, c'est de s'assurer que cette concertation a bien eu lieu. Et croyez-moi, ça n'est pas une mince affaire, parce qu'on pourrait penser qu'automatiquement, il y a eu concertation en amont dans le cadre de l'élaboration du texte même. Ça n'est pas le cas. Très souvent, il n'y a pas de concertation ou il y a un semblant de concertation. Et donc, nous attachons beaucoup d'importance à cette étape de la concertation préalable, et nos moyens sont les suivants. L'avis est consultatif, bien entendu, mais cet avis peut être favorable, pas de problème, favorable avec quelques considérants qui vont figurer au compte-rendu, et il peut être défavorable. S'il est défavorable, le gouvernement est obligé de présenter à nouveau le texte. Alors là, je parle des textes réglementaires, parce que bien entendu, c'est une procédure, ne peut pas s'appliquer pour les projets de loi. Et il représente le texte en l'ayant modifié, et s'il ne l'a pas modifié, il doit apporter de façon détaillée les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait. Par ailleurs, le président peut prononcer le report, ce qui donne du temps avant de déboucher sur un avis défavorable et d'avoir une discussion avec l'État. Alors là, je parle toujours des textes réglementaires, parce que pour les projets de loi, évidemment, c'est différent, mais puisque la discussion, elle a lieu ici, au Parlement. Et donc, nous avons la possibilité d'ajustement sur les textes réglementaires qui, et je constate, je ne siège au CNEN que depuis mon élection le 7 décembre, ça fait deux séances, et on arrive quand même à des résultats. Ça, c'est assez encourageant. Les textes sont modifiés. La saisine se fait dans un délai normal qui nous donne 6 semaines, mais le gouvernement peut demander l'urgence, auquel cas c'est 15 jours, et on peut avoir également l'extrême urgence, 72 heures. Souvent c'est sur des problèmes d'ajustement de cotisation, mais Alain Lambert, à juste titre, estimait que l'extrême urgence était devenue trop fréquente. Mais ça s'est beaucoup amélioré après sa prise de position assez ferme au cours de la dernière année, mais comme quoi il faut être toujours très, très vigilant. En matière d'extrême urgence, par exemple, pour bien comprendre, on a eu à la réunion de la semaine dernière un décret d'ajustement des cotisations sociales CNRACL. Vous savez qu'il y a un problème éternel de financement de la CNRACL. Donc éternel, parce que je peux vous dire, il y a 30 ans, je parle sous le contrôle de Christine Pires-Beaune, on avait déjà des problèmes de déficit, de compensation, de surcompensation. Tout ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si je puis dire. Mais il faut donc augmenter le taux de cotisation de la CNRACL, et en contrepartie, pour qu'il n'y ait pas de charge sur les employeurs collectivités territoriales, on baisse celui de l'assurance maladie. Mais l'assurance maladie, c'est une autre caisse, donc principe de compensation, loi Veil de 1994. Ça, c'était urgent, on connaît la mécanique, on a donné un avis favorable, même si on a été saisi en 72 heures. Nous avons été saisis en urgence, également la semaine dernière, sur le projet de loi relatif à la souveraineté énergétique. Alors je ne sais pas quand il est inscrit ici,
C'est un texte tout à fait intéressant. On a donné un avis favorable, mais en vérifiant que ça ne créait pas de sujétion particulière sur les collectivités territoriales. Alors, voilà un peu comment les choses fonctionnent. Bon, je l'ai esquissé à très grands traits, mais on pourra y revenir si vous avez des observations. Donc maintenant, je voudrais dire quelques mots rapidement des grands enjeux et de parler de cette situation paradoxale. On demande tous moins de normes, moins de complexité, et on a l'impression que c'est le contraire qui se passe. Alors, quelles sont les causes ? Alors, je commencerai par la question de la norme supérieure. La norme supérieure, c'est la loi. Et nous avons, je dis un nous collectif, parce que je l'ai connu pendant 30 ans, on a une propension dans notre pays, et ça frappe les observateurs étrangers. Il y a eu notamment un colloque Conseil d'État CNEN l'an dernier qui est extrêmement intéressant, et avec le point de vue de plusieurs juristes ou praticiens étrangers, et ils sont frappés par la loi française. La loi française, elle veut tout prévoir, dans le moindre détail. Et comme, par ailleurs, partant d'un texte déjà très complexe du gouvernement, nous, parlementaires, excusez-moi, je suis député honoraire, alors je dis encore nous, vous m'excuserez, mais on a tendance à vouloir en rajouter. Et on propose des amendements, et puis un certain nombre d'amendements sont pris. Et donc, on arrive à un texte tellement détaillé que lorsque on examine au CNEN les décrets d'application, on est complètement verrouillé. Et la loi est tellement précise que le décret se borne à reprendre la loi. Je vous donne un exemple d'un texte qui est passé il y a quelques mois de cela, mais il m'avait frappé. Dans le cadre de la loi climat-résilience, il y a eu beaucoup d'articles, et j'en prends un au hasard, mais on pourrait parler de beaucoup. L'article 101, il prévoit comment on doit dorénavant construire les parcs de stationnement. Alors, il faut que les parcs de stationnement ne se constituent pas des îlots de chaleur, et il faut que les eaux pluviales soient correctement évacuées. Eh bien, dans la loi, on prévoit la taille des ombrières, le type d'ombrière, le fait qu'il faut qu'elles aient des systèmes eux-mêmes alimentés par des énergies renouvelables. On prévoit le nombre d'arbres qu'il faut planter, on prévoit les tailles des tuyaux dans la loi. Ce qui fait que quand le décret arrive au CNEN, évidemment, tout le monde tombe dessus, à bras raccourcis, en disant, bon, avis défavorable, mais on ne peut rien faire. Et alors, dans le décret, évidemment, on précise encore. Donc, les ombrières deviennent la taille de la canopée. Alors, vous découvrez dans le décret le mot canopée, la taille, c'est-à-dire la taille du feuillage, la quantité de feuillage qu'il faut par place de stationnement. Et moi, je me disais en lisant ça, mais on a fait un parc de stationnement qui, je crois, est très réussi devant la mairie du Péreux, quand j'étais maire, mais jamais on n'aurait pu faire ce parc de stationnement. Jamais. Et puis, ça aurait des surcoûts. Et c'est un exemple parmi d'autres. Mais sur la chaîne, tout le monde en a rajouté. Alors, il y a une arme qui est très importante, c'est l'arme de l'étude d'impact. L'étude d'impact, pour les projets de loi, a été introduite par la réforme constitutionnelle de 2008 et déclinée par une loi organique en 2009. Alors, les études d'impact, elles doivent être produites en même temps que le projet de loi. Et puis, on les appelle pas forcément études d'impact, mais en tout cas évaluation préalable. Dans les projets de décret doivent être aussi accompagnés d'études d'impact. Et l'étude d'impact, d'abord, elle passe au filtre je prends l'exemple du projet de loi, du secrétariat général du gouvernement. Ça fait partie de ses missions. Il doit regarder si l'étude d'impact a été de qualité. Elle passe ensuite au filtre du CNEN. Et nous, on doit regarder si l'étude d'impact tient la route. Elle passe ensuite au fil du Conseil d'État. Et après, puisque les études d'impact figurent dans la Constitution, elle peut passer également à l'examen du Conseil constitutionnel. Enfin, je me souviens, quand j'ai
rédigé quelques recours à une certaine période sur des lois de finances. Bon, parfois, alors il n'y a pas d'étude d'impact proprement dit sur les lois de finances, c'est des évaluations préalables. Mais on avançait cet argument, l'évaluation préalable n'est pas satisfaisante. Sauf que aujourd'hui, si on veut que le Conseil constitutionnel s'intéresse à l'étude d'impact parce qu'on l'a estimée insuffisante, il faut que ce soit la conférence des présidents qui, dès le dépôt du projet de loi, que ce soit la conférence des présidents qui disent mais ces études d'impact ne sont pas suffisantes. Et ça s'est passé pour la première fois pour la programmation militaire de 2023. Sauf que le Conseil constitutionnel, alors que l'argument avait été invoqué à temps par la conférence des présidents, l'a rejeté en disant oui mais l'étude d'impact, elle cochait la case quels sont les objectifs, elle cochait la case quelles sont les options, elle cochait la case quels sont les moyens et les motifs. Donc il a fait un contrôle de forme. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande aussi au Conseil. Donc, moi, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un ensemble d'acteurs, mais je pense que le rôle fondamental en matière d'études d'impact, il est quand même ici, au Parlement, quand les rapporteurs étudient et vont présenter les projets de loi. Certes, c'est plus loin dans la procédure, c'est déjà passé au CNN, mais le CNN peut dire on estime l'étude d'impact insuffisante. Le problème, c'est que Conseil d'État, je me souviens, c'était toujours difficile d'avoir les avis du Conseil d'État. Je ne sais pas si on peut aujourd'hui les avoir sous le manteau, mais on peut quand même savoir. Donc, quand une étude d'impact est un peu fragile, je pense qu'on devrait les utiliser. Alors, pourquoi l'étude d'impact, c'est si important? Parce que il faut être extraordinairement rigoureux sur la question suivante, qui est la question fondamentale dans une étude d'impact. A-t-on besoin de légiférer? Est-ce que l'application du droit existant ne suffit pas pour résoudre ou approcher le problème? A-t-on vraiment besoin de légiférer? Et je peux vous dire que dans le domaine que j'ai plus particulièrement suivi, le domaine fiscal, on peut vraiment se poser la question. Et on avait mis en place, à partir de 2008-2009, avec les administrateurs de la Commission des finances, le RALF, rapport d'application de la loi fiscale. Et ce rapport avait l'avantage, en regardant si les textes d'application étaient bien sortis, de voir à l'usage, à l'application, que finalement, sur tel ou tel sujet, une loi qui avait été votée, une disposition qui a été votée 10 ans, 15 ans avant, n'était pas véritablement appliquée ou était mal appliquée. Donc on l'a modifiée alors qu'on aurait pu, en fait, tout simplement, dans l'application, s'y prendre autrement. Donc, est-ce qu'il y a besoin de légiférer? Et puis, l'autre aspect, et qui est d'ailleurs dans la Constitution, c'est la notion de proportion. Est-ce qu'on doit vraiment introduire des normes nouvelles? Est-ce que la proportion de complexité technique, de coûts financiers justifie, par rapport à l'objectif recherché, l'introduction de toutes ces normes nouvelles? Donc on a les instruments juridiques, mais il y a une propension chez nous tous, je dis nous collectifs, soit le gouvernement, les ministres qui veulent faire la loi. Je ne passe même pas des lois de circonstance, des lois qui sortent comme ça parce qu'il y a eu un accident, il y a eu un incident, j'y vais tout de suite. Mais beaucoup souhaitent vraiment introduire, avoir une loi, et puis derrière, tout s'enchaîne. Et, moi, j'ai eu une expérience personnelle. Il y a une loi qui porte mon nom. Alors, je me souviens très bien, j'étais tout jeune député, c'était en 1996. Et sur cette loi, je ne veux pas être trop long, mais je souhaitais faire un texte que tout le monde puisse comprendre et qui tienne en 3 ou 4 articles, c'est tout. Il a fallu batailler. J'ai été voir. Alors,
pas les grands chefs à plume, mais les chefs de bureau, à la chancellerie, au ministère des Finances, à l'équipement, tous ces chefs de bureau, j'avais l'habitude, puisque auparavant je dirigeais un organisme interministériel avant de devenir député, donc je savais à peu près comment m'y prendre, pour arriver à leur mettre d'accord et à faire le texte le plus simple possible. Et puis ce texte, qui définissait le nombre de mètres carrés, il avait besoin de texte d'application. Et j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait qu'un seul. Et ça a été toute une bataille pour vous dire, l'application, c'était quelle unité de mesure on prend pour cette loi, pour la loi Carrez. Quelle unité on prend? Il y avait 36 déjà à l'époque manières de mesurer la surface. Vous aviez la Chonne, vous aviez la Chope, vous aviez la surface habitable, etc. Moi, j'ai exigé, on en prend une seule, on en prend une existante. Mais ça a été un combat, et surtout, et là ça a été une grande déception pour vous dire comment les choses se passent. J'espérais, je voulais que deux personnes, l'acheteur et le vendeur, de bonne foi, se mettent à quatre pattes, mesurent ensemble l'appartement, et puis se mettent d'accord. Et qu'on n'ait pas besoin de recourir à un géomètre ou autre. Mais pas du tout. Là, les notaires m'ont expliqué que voilà, il y avait tel risque, on ne pouvait pas faire confiance. Et les géomètres, alors j'espère qu'il n'y a pas de géomètre dans la salle, eux, poussaient à la roue pour que, évidemment, ce soit obligatoire. Et quand, dans le côté ascendant, il y a toutes ces professions intermédiaires. Parce que déjà à cette époque, je me souviens dans ma intervention ici, je dis les surfaces, mais qui nous dit qu'il n'y aura pas derrière autre chose? Et peu de temps après, je voyais des voitures dans Paris qui étaient une pub, il y avait les termites, l'amiante et Carrez. Voilà, je voisinais en bonne compagnie. Et toutes sortes de professions se sont vraiment... voilà. Et c'est pour ça que je dis, c'est une bataille, enfin vraiment tous azimuts, mais je vous assure, les parlementaires ont un rôle absolument essentiel. Vous me posiez la question, les études d'impact. Les qualités, on ne peut pas dire que ça soit dégradé, mais elles sont de qualité très inégale. Et c'est comme les évaluations préalables sur la première partie de la loi de finances. Vous avez des évaluations sur certains articles qui sont formidables. Enfin, c'est vraiment de l'or en barre pour savoir comment intervenir, ce qui va ou pas. Puis il y en a d'autres où il n'y a absolument rien du tout. C'est de qualité inégale. Comment corriger ça? Là aussi, si dans un ministère, on voit qu'il y a 1, 2, 3 études d'impact, soit sur des décrets, soit sur des projets de loi, soit sur des décrets qui sont insuffisantes, on peut le faire savoir et puis faire pression sur ce ministère. Alors, je ne veux pas être trop long et je voudrais maintenant aborder le dernier point qui est celui des normes réglementaires qui ne sont pas autonomes. Dites autonomes, c'est-à-dire qui ne sont pas en application directe de la loi. Mais auparavant, juste un point que j'allais oublier, il y a un autre aspect dans la loi. C'est que nos projets de loi, et au fil du temps, je constate que ça ne s'est pas amélioré, empiètent très souvent sur le domaine réglementaire. Article 34, article 37 de la Constitution, nos lois font souvent du réglementaire. Or, elles devraient donner les grandes orientations et pas descendre, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les parcs de stationnement, dans le réglementaire. Et je me souviens de Jean-Louis Debré, quand il présidait, non pas le Conseil constitutionnel, mais l'Assemblée ici, il était inflexible. Dès qu'il y avait un amendement qui se promenait, qui relevait du réglementaire, immédiatement, et le gouvernement a la capacité de déclasser. Mais ici, dans la police, c'est pas proprement dit la recevabilité, parce que la recevabilité, c'est plus circonscrit. Mais le président de l'Assemblée, ou le président disait non, je regrette, cet amendement, c'est du réglementaire, on ne peut pas le prendre. Voilà. Et il y a un paradoxe d'ailleurs, c'est que le Conseil constitutionnel, il ne juge pas là-dessus. Le Conseil constitutionnel ne condamne, ne sanctionne que ce qu'on appelle l'incompétence négative. À savoir, et nous on le voit très souvent en matière financière, puisque l'article 34 définit le taux, l'assiette des impôts, et plusieurs fois, il est arrivé que le Conseil constitutionnel condamne
un article parce que on ne donnait pas au législateur la compétence qui lui revenait d'après la Constitution. Par contre, si le législateur fait du réglementaire, là, le Conseil constitutionnel ne condamne pas, ce qu'on appelle la compétence négative. Alors, les normes réglementaires dites autonomes, parce que comme je viens de le dire, sur un décret d'application, si la loi a été hyper précise, le décret reprend la loi, on ne peut plus faire grand-chose. Par contre, il y a tout un champ réglementaire autonome qui ne dépend pas de normes, qui ne dépend pas directement de la loi. Et là, depuis une quinzaine d'années, les gouvernements successifs ont essayé. Alors, ce qui est très important et intéressant dans notre sujet aussi, c'est qu'il est complètement transpartisan. Tout le monde fait des efforts à certains moments et bon, j'espère qu'un jour, on arrivera à améliorer les choses. Donc, sur ce sujet, depuis une quinzaine d'années, on a multiplié les circulaires du Premier ministre. Alors, il y a eu une première où c'était 1 pour 1. Si vous créez une norme nouvelle par décret, il faut en supprimer une existante. Et aujourd'hui, on vit sous l'empire d'une circulaire de juillet 2017 qui dit, je vous lis la norme, la manière dont cette circulaire demande qu'on travaille au niveau réglementaire. Toute nouvelle norme réglementaire doit être compensée par la suppression ou, en cas d'impossibilité avérée, la simplification d'au moins 2 normes existantes. Et c'est vrai que depuis quelques années, on enregistre un progrès dans ce domaine. Et donc, à mes yeux, la difficulté vient moins de là que de tout le cheminement à partir de la loi et des décrets d'application. Mais on a encore des projets de décrets curieux. On en a vu un, là, c'était juste avant Noël, le plan vélo. Le plan vélo, ce n'est pas la loi. Eh bien, dans le cadre de ce plan vélo, il y avait un projet de décret examiné en CNEN où on libéralisait sur, par exemple, l'éclairage des vélos, parce qu'avant c'était hyper réglementé, là au contraire on libéralisait, mais le décret imposait en même temps de construire 30 000 sas vélos sur les 30 000 carrefours à feu tricolore que compte notre pays. Quel que soit le carrefour, qu'il soit en race campagne sur une route nationale, qu'il soit dans Paris, qu'il soit tous les maires qui étaient là, mais tous les élus, unanimes, ont dit, mais attendez, il y a beaucoup de cas où le sas vélo, on ne peut pas le faire, puis même c'est contre-productif, ça peut être dangereux. Donc là, j'ai demandé le report, bon, le texte n'est toujours pas revenu, bon, mais vous voyez, même dans des textes dits autonomes, qui ne dépendent pas de loi, il y a cette propension à réglementer. Alors, dans tout ça, et je termine, on a un flux incessant, ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver du temps pour s'intéresser au stock. Et là aussi, je crois que du côté des parlementaires, avec le concours, mission d'évaluation, et puis peut-être en actionnant côté gouvernement des corps d'inspection, on devrait pouvoir commencer à traiter un peu le stock. Et là, nous avons beaucoup de possibilités de saisine du CNEN. Par exemple, les présidents de commission ici peuvent saisir le CNEN sur tel ou tel aspect de la réglementation existante pour essayer de simplifier. Et le stock est très intéressant au sens où on peut vraiment se poser la question, on appelle ça, je reprends le terme, le Conseil d'État vient de sortir un rapport qui est très intéressant, qu'il appelle le dernier kilomètre. C'est l'affaire de la faisabilité. On imagine des normes, on les vote, on les met en place, et puis, in fine, au bout de quelques années, quelques temps, on se rend compte que sur le terrain, ça ne marche pas, parce que tout simplement, ce n'est pas applicable. Donc, moi, je pense que y a le flux, mais il faudrait qu'on commence à engager un début de travail sur les aspects les plus critiques qu'on constate actuellement en matière de normes. Et où est-ce que sont les foyers normatifs d'intense activité normative? Ils sont aujourd'hui très liés
à la transition écologique. Et est très lié à tout le secteur, aménagement, logement, transport. Je suis frappé de voir que plus d'un tiers des textes réglementaires concernent ce secteur et sur lesquels il faut être très vigilant. Bon, on a des monuments, on a eu la loi Allure par exemple, c'est un monument de complexité en termes d'application. La loi climat-résilience. Alors, il faut faire attention parce que l'approche écologique est essentielle. Et c'est vrai qu'elle revêt inévitablement un côté normatif. Mais on doit pouvoir quand même se poser la question, n'y a-t-il pas d'autres moyens? Et je crois beaucoup pour ma part, comme Alain Lambert, à ce qu'on appelle le droit souple. Dans l'exemple des parcs de stationnement, on pourrait imaginer plutôt un guide de bonne pratique. Un guide de bonne pratique qui est diffusé avec des exemples de parcs de stationnement qui ont été faits de façon tout à fait environnementale. Et je crois beaucoup à la mise en place d'un véritable dialogue entre l'État déconcentré, le préfet de département, et puis notamment les maires, les exécutifs locaux, pour permettre d'adapter la norme, de l'adapter ou de recourir à du droit souple et non pas de la norme. Mais ça suppose une organisation de l'État totalement différente, avec des préfets qui aient un véritable pouvoir d'adaptation, de dérogation, et puis une véritable autorité sur l'ensemble des services de l'État. Or, on en est loin aujourd'hui. Par exemple, dans mon département, le Val-de-Marne, la préfète me disait, il y a quelque temps, il y a une loi, c'était il y a un an, qui est une loi sur l'éclairage la nuit, qui interdit, ou veut limiter l'éclairage la nuit, qui est sortie, je ne sais plus laquelle, et donc était prévu dès le début des exceptions. Et pour le Val-de-Marne, il y avait une exception, l'aéroport d'Orly. Et donc, tout le monde était d'accord. Mais à peine cette exception, la loi a été votée, l'exception était sortie, et elle n'était pas dans la loi, d'ailleurs, elle était, je crois, dans un décret. Et le patron de Rungis s'appelle, la préfète, pour lui dire, mais attendez, Rungis, on travaille la nuit. Donc on doit être éclairé la nuit. Et donc la préfète essaye de résoudre le problème. Et au lieu de dire, au niveau local, je prends ça sous mon bonnet, elle demande l'autorisation au préfet de région, parce que chez nous, il y a un préfet de région, lequel préfet de région demande au ministère de l'Intérieur, et un mois après, arrive une note de 6 ou 7 pages complètement juridique qui, voilà comment fonctionne notre pays. Et c'est un peu le problème. Donc, des champs de progrès, ils sont sur le droit, l'expérimentation, on n'a pas le temps d'en parler, mais je pense que l'expérimentation, ce serait aussi un moyen. Et puis, finalement, le problème, c'est d'arriver à passer sur ces sujets-là en fait, d'un contexte de confiance. On fait confiance et on travaille plutôt sur les notions de bonne pratique, de contrat. On fait confiance alors qu'on est souvent vraiment dans un contexte plutôt de défiance, et ce qui explique cette abondance de normes. Donc voilà, toutes sortes de pistes. Alors c'est vrai que, et je termine par là, a été signée une charte avec le Sénat, et cette charte prévoit un certain nombre de... je l'ai apporté. Voilà, il y a un certain nombre de choses très intéressantes. On fera un point dans quelques semaines, au bout d'un an d'application. Je pense que je peux vous la laisser ou vous l'avez, ça peut être intéressant. Par ailleurs, Alain Lambert a engagé des contacts, puisque vous me posiez la question comment ça se passe ailleurs, avec le NKR allemand, le Nationaler Nomenkontrollat allemand, qui nous ont demandé d'ailleurs à ce qu'on ait à nouveau une rencontre, et on va développer avec eux. Mais eux, c'est un organisme qui est beaucoup plus important parce qu'ils ne traitent pas que des normes concernant les collectivités territoriales, ils traitent aussi de toutes les normes industrielles, qui est un autre sujet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à Bercy, est conduit un travail sur ce sujet, sur toutes les normes économiques. Et je dois rencontrer, quand il sera nommé,
enfin le cabinet et puis le nouveau ministre du budget sur ce sujet. Vous voyez, c'est un sujet passionnant, mais sur lequel on doit tous se mobiliser. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet exposé à la fois passionné et passionnant. On va tout de suite passer aux questions de nos collègues, en commençant par le groupe Renaissance et par Monsieur le Vice-président Lionel Royer-Perrault. Ravi de pouvoir échanger avec vous. Vous avez fait un exposé qui nous montre bien combien la tâche est difficile et que d'autres avant vous s'y sont employés et je pense que sans doute d'autres après vous s'y emploieront encore. Ceci étant, merci de vous atteler à cette tâche car je crois que nous sommes tous bien conscients du fait que notre pays doit être beaucoup plus simplificateur dans son approche légistique comme dans son approche réglementaire d'ailleurs. Et vous nous avez donné par les exemples que vous avez pris combien finalement nous-mêmes, ici au Parlement, étions acteurs de cette inflation réglementaire et légistique. Alors, mes questions seront d'abord de vous dire que, vous l'avez entendu hier, le président de la République a très clairement affirmé son souhait d'être beaucoup plus dans une démarche de simplification, d'allègement des procédures. Et donc, je veux croire que cette position présidentielle réaffirmée saura être entendue par le plus grand nombre, que ce soit au Parlement comme ce soit au niveau donc des administrations. Ma question, elle sera double. La première, nous sommes ici au sein de la délégation aux collectivités territoriales, donc nous avons à gérer pour l'essentiel donc les enjeux réglementaires vis-à-vis des collectivités territoriales. Et je voudrais savoir quelle est votre appréciation. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous constatez une inflation des normes réglementaires en direction des collectivités territoriales d'une part, et justement est-ce que vous constatez que cette inflation, si elle est confirmée, va à l'encontre de l'efficacité des politiques publiques de territoire? Parce que quelque part, lorsqu'on est élus locaux, on n'est pas par hasard ici dans cette commission. On a tous été a priori maires. Eh bien, on se rend bien compte combien il devient de plus en plus compliqué lorsque l'on veut porter un projet d'intérêt général, tellement quelquefois les normes peuvent se contredire entre elles. Et donc de paralyser, ou en tous les cas, à tout le moins, de retarder l'action publique. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, hier, une de nos collègues parlementaires nous alertait sur un texte qui a été voté très récemment en matière de santé et sur le fait que les dispositions prises par le pouvoir réglementaire eh bien, allaient en sens inverse de ce qui avait été voulu par le législateur. Alors je ne vous cache pas que ça ne manque pas de m'interpeller, comment est-ce possible et donc que des décisions réglementaires ou décrétales puissent aller dans un sens opposé à ce que le législateur a posé, alors que c'est lié à ce fameux droit réglementaire autonome qui permet peut-être une forme d'appréciation et que finalement ce fameux état profond qui a été diagnostiqué par certains se réveille de temps à autre pour venir corriger ou pour ne pas dire influer sur les décisions du législateur. Est-ce que vous l'avez noté dans la position qui est la vôtre et dans ces cas-là, comment pouvez-vous apporter votre contribution pour que cela soit évité? Je vous en remercie. Bon, chers collègues, on n'a pas tous été maires ici, mais tous intéressés par les collectivités, soit maires adjoints, conseillers municipaux, fonctionnaires territoriaux. Voilà, si on ouvre à toutes ces catégories, on est tous représentés dans nos vies passées. La parole est à Monsieur Jocelyn de Signy, Monsieur le député de l'Aisne. Vous avez la parole pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président Carrez. Chers collègues, Monsieur le Président, vous l'avez dit, effectivement, c'est culturel en France aujourd'hui de surtransposer, surnormer systématiquement toutes les lois qui sont votées, que ce soit par des amendements ou par les lobbies qui, comme vous l'avez dit pour votre loi, influent pour qu'ils soient intégrés dans les dispositifs. Napoléon Bonaparte avait transformé la France avec 135 000 fonctionnaires. Aujourd'hui,
On a 2 520 000 fonctionnaires en France. Et on en a une grande partie qui sont là pour justement appliquer les normes qui sont transposées, surtransposées, remises en place systématiquement. On a même dans les collectivités aujourd'hui des personnes qui sont embauchées pour aller rechercher des subventions qui sont également normées, qui sont également mises en place par telle ou telle collectivité territoriale. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. Aujourd'hui, les compétences de chaque strate de collectivité territoriale ont des compétences. Les compétences de chaque strate ne sont plus clairement définies, même si on a essayé de le faire. Mais chacun veut systématiquement mettre son nez dans un secteur d'activité ou dans un autre. Je vais prendre l'exemple de l'emploi, où on peut voir une mission locale, une unité locale municipale de l'emploi, une maison départementale, la région qui vient mettre en place un dispositif similaire à celui de Pôle emploi. Aujourd'hui, France Travail pour concurrencer l'État. Bref, tout le monde veut y mettre sa patte. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut simplifier la normalisation du système administratif français sans redéfinir et faire en sorte que chacun reste dans ses compétences. Et également au niveau européen, on a aujourd'hui des normes qui nous viennent, qui sont imposées par l'Europe et qui, comme dans l'agriculture, sont régulièrement surtransposées par notre gouvernement. Alors j'entends le président de la République qui dit qu'il faut simplifier, mais pour autant, ce sont ses ministres et son gouvernement qui systématiquement surtransposent les normes qui nous viennent directement de l'Europe. Je vous remercie. Merci, cher collègue, monsieur le député. La parole est à madame Catherine Couturier, secrétaire de la délégation, députée de la Creuse, pour le groupe La France Insoumise NUPES. Vous avez la parole, madame la députée. Merci, monsieur le président. Chers collègues, monsieur le président Carrez, j'ai été maire adjointe et aussi fonctionnaire territorial. Voilà, donc j'ai cumulé les deux. 2,5 milliards d'euros, c'est le montant de charges supplémentaires pour les collectivités territoriales en 2022 liées à l'augmentation des normes. En comparatif, c'est presque 500% de plus qu'en 2016. Depuis l'ère Macron, les collectivités n'ont de cesse de s'adapter à des nouvelles normes. Si bon nombre de ces nouvelles réglementations sont nécessaires pour entamer la transition écologique, et vous en avez parlé, de nombreuses normes pourraient être évitées. C'est notamment le cas de certains transferts de compétences dans les dernières lois de décentralisation, comme la loi MAPTAM et la loi 3DS, d'autant que certains chantiers entamés sont fréquemment remis en cause. Ce matin, j'étais à la restitution de la mission d'information sur l'eau en commission développement durable, qui propose de revenir sur le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux EPCI. J'avais d'ailleurs pointé le même objectif dans le rapport coécrit avec Mme Poussier-Winsbach, ici présente. Le problème, c'est donc la précipitation des acteurs publics à vouloir changer les normes sans étude d'impact, et vous l'avez longuement abordé dans votre présentation. D'ailleurs, dans une étude de 2 professeurs de Paris-Nanterre, seuls 15% des études d'impact étudiés atteignent une note globale de 10 sur 20. On fait donc des lois sans regarder leur impact et leur mise en œuvre. Un petit exemple dans ma circonscription en Creuse, c'est l'expérimentation du RSA sous condition par le département. Eh bien, sans même avoir de données chiffrées, le gouvernement s'est obstiné à généraliser sa réforme de la casse sociale à l'ensemble du territoire. C'est aussi et surtout la question des moyens alloués aux collectivités pour mettre en place l'ensemble de ces réformes. En 2024, le budget prévoit une simple augmentation de la DGF de 0,79%, soit un montant bien en dessous de l'inflation prévisionnelle. On demande donc aux collectivités de s'adapter à de nouvelles normes avec toujours moins de moyens. Le président de la République a annoncé vouloir ouvrir un nouveau chantier de décentralisation. Sur des sujets cruciaux, techniques et coûteux, l'État ne devrait-il pas rester aux commandes plutôt que de se
déresponsabiliser sur les collectivités. Et je vous souhaiterais ajouter, vous avez longuement abordé la question de la concertation préalable. Et sur ce sujet, parfois les normes aussi, et les textes, que ce soit une loi, un décret, permettent aux citoyens, parfois, de se référer pour agir et intervenir face à des projets dont ils contestent. Et là, on est bien dans un outil nécessaire aux citoyens, l'intervention citoyenne. Et on voit bien que dernièrement, on a un certain nombre de textes qui cadrent tellement les choses qu'il n'est plus possible d'intervenir. Je vais prendre un exemple concret, la réglementation en matière d'ICPE, par exemple, où aujourd'hui, on voit bien que les entreprises, quand elles déposent un dossier, elles s'arrangent toujours pour être en dessous de certains critères sans permettre, en fin de compte, justement une véritable étude d'impact, comme vous avez pu le préciser dans votre présentation. Merci de éventuellement apporter vos remarques à ces sujets. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Xavier Breton, Monsieur le député de l'Ain. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais dire que je suis ravi de retrouver Gilles Carrez à l'occasion de cet échange. Et j'aurais voulu lui poser deux questions. La première, par rapport aux normes européennes. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait entre le niveau européen et national, mais également entre États? Alors, je crois qu'il y a eu effectivement le CNEN, un partenariat privilégié avec les Allemands de ce côté-là, mais est-ce que les autres pays, ça existe, et il y a déjà un travail commun par rapport aux normes européennes? Le deuxième point, c'est à l'usage. On a des avis, parfois on entend avis défavorables du CNEN, avec effectivement l'obligation de revoir. Mais est-ce que, selon vous, Monsieur le Président, il faudra aller plus loin dans un caractère contraignant de ces avis, de façon à ce qu'ils soient suivis, ou est-ce que la forme actuelle de formalités d'expression des avis du CNEN sont suffisantes pour faire évoluer les choses, ou est-ce qu'il faudra envisager quelque chose de plus contraignant? Merci, chers collègues, et merci pour la brièveté et l'efficacité de votre question. La parole est à Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, secrétaire de la délégation, Madame la députée de Seine-Maritime. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le précisiez tout à l'heure, je crois dans cette délégation, nous sommes tous des anciens élus locaux avec, en effet, des responsabilités exécutives. Très heureuse de faire votre rencontre, Monsieur le Président, parce que quand j'étais jeune assistante parlementaire, je n'entendais parler par mon député que du président Carrez. Et donc, je vous promets que c'est vrai. Et donc, voilà, ça me remet quelques années en arrière, mais c'était le cas. Et il s'appelait Denis Merville. Voilà, ça vous parle. Et donc, sur tout ce qui a été indiqué, pardonnez-moi, j'ai envie de dire que là, on est sur les normes, mais en fait, on est sur un problème beaucoup plus global. Si, au fond, ces normes satisfaisaient les collectivités, les élus, que nous n'ayons pas un problème de recrutement dans les années à venir, si nos concitoyens acceptaient la situation telle qu'elle est aujourd'hui, on ne serait pas là en train de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour revenir dessus. Or, on voit bien aujourd'hui que l'inflation des normes, eh bien, il y a aussi une question d'acceptabilité par tous et pour tous. Et moi, c'est vraiment ce qui me préoccupe, c'est que j'ai l'impression que ce sujet, on en parle depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, depuis des années et des années et des années, et qu'on n'arrive pas à trouver la solution, alors que nous savons pertinemment que c'est un point d'exaspération partout. Quand je dis ça, on est aussi totalement schizophrène, parce que dès qu'on a un problème, collectivement, nous surréagissons tous en disant « Comment ça? Comment c'est possible qu'un tel truc arrive? Il faut qu'on fasse une loi !» Donc, je veux dire qu'on est sur du juridique, mais aussi surtout, et c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que du culturel, du psychologique, je ne sais pas comment on l'appelle, et donc
comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir tous collectivement une autre culture, je m'interroge. Et puis enfin, je ne veux pas être plus longue, j'ai le sentiment qu'il y a ce que nous écrivons. Vous évoquiez tout à l'heure l'expérimentation. L'expérimentation, pour moi, elle existe, mais on ne s'en empare pas. C'est ce que j'ai cru. Je voulais proposer au président du reste d'essayer de travailler sur ce sujet-là, parce que aujourd'hui, j'ai constaté que ça existait. On ne s'en sert pas. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué ? Est-ce que c'est parce que ce sont les préfets qui refusent ? Je ne sais pas comment on peut essayer de réagir. Mais je voulais aussi vous interroger sur ces différents points, et j'ai perdu la fin de ma dernière question, mais ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces sujets ? Comment est-ce qu'on peut faire pour... Oui, enfin, ça y est, ça me revient, pardon. Il y a la manière dont on doit se remettre en question, et puis moi, il y a aussi ce qui m'interroge aussi parfois, c'est l'interprétation par les juges. Il y a l'interprétation des décrets, et puis aussi l'interprétation parfois que peuvent en avoir les juges. Donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème d'interprétation de la justice par rapport à l'esprit du législateur, où parfois aussi on se rend compte qu'il y a des analyses différentes ? Merci, chers collègues. Et enfin, pour terminer, la parole est à Madame la vice-présidente Christine Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme. Vous avez la parole, Madame la vice-présidente. Merci, Monsieur le Président, et merci aussi pour ce choix d'audition qui me donne aussi, moi, le plaisir, comme mon collègue, de retrouver Gilles Carrez, avec qui j'ai siégé 2 mandats. 2 mandats à la Commission des Finances quand il était président, apprécié de tous les groupes. Je le dis sans flagornerie aucune. Sur le constat que vous avez dressé, Monsieur le Président, moi je partage tout, y compris votre sentiment d'impuissance quand même, parce qu'on est quelques-uns à avoir porté de petits sujets de simplification sans avoir réussi. Mais comme vous, je continue à y croire, et je continue à croire qu'on peut peut-être y arriver, et que ça passera effectivement par la participation de tous. Il faut que chacun y mette du sien, vous l'avez dit, y compris l'administration, qui parfois, même quand on lui emmène sur un plateau des propositions de simplification qui ne coûtent rien, a toujours beaucoup de mal soit à trouver le temps de faire, soit à trouver de l'intérêt à ce que l'on propose. Alors, vous avez parlé, Monsieur le Président de la Commission, de maladie normative. Outre le coût que cette maladie représente pour les finances publiques, qu'elles soient locales ou nationales, elle a aussi un coût encore peut-être plus important pour nos concitoyens, et notamment nos concitoyens les plus vulnérables. C'est qu'elle a pour conséquence souvent un non-recours. Un non-recours à leurs droits. Et je pense que rien que pour ça, on devrait, en tant que législateur, effectivement s'attaquer au problème. Ce que vous n'avez peut-être pas évoqué, Monsieur le Président Carrez, c'est aussi que cette complexification, elle fait le bonheur de certains, elle fait le bonheur des cabinets conseils, elle fait le bonheur des avocats. Elle renchérit le coût de beaucoup de prestations, beaucoup d'opérations, et que donc c'est une raison peut-être supplémentaire aussi pour s'attaquer à ce sujet qui ne date pas d'hier. L'inflation des normes. Moi, je ne suis pas députée depuis très longtemps, 2012, mais en 2012, on en parlait déjà. Et je pense qu'on en parlait bien en amont, si j'en crois d'ailleurs l'existence du CNEM. Alors, il y a du mieux, et je vous rejoins là-dessus, il y a du mieux, mais le mieux, j'ai l'impression qu'il concerne surtout le flux, et notamment parce qu'on a cette circulaire qui fait qu'une norme -2, une +1, -2, mais quid du stock ? Quid du stock ? Et le stock, j'ai envie de vous dire, sans opération coup de poing, Monsieur le Président de la délégation, je pense qu'on n'y arrivera pas. Alors, je ne sais pas si ça passe par des parlementaires des parlementaires en mission, c'est-à-dire 1 ou 2 parlementaires qu'on prendrait dans chaque groupe et on les met à part et on leur dit pendant 6 mois vous travaillez, mais il faut leur donner des assurances quand même sur le rapport n'ira pas caler un placard, parce que donc ça suppose qu'ils travaillent avec l'administration directement, c'est pour ça que je parle de parlementaires en mission, et peut-être avec le gouvernement y compris, parce que moi je suis persuadée qu'on ferait un paquet d'économies, mais j'en suis vraiment persuadée, notamment en équivalent temps plein.
en temps agent si on arrivait à simplifier. Alors, et ce, dans tous les domaines, parce que vous avez parlé du progrès, Monsieur Carrez, du progrès que représente le champ écologique et environnemental. Et c'est vrai, notamment parce que c'est un champ nouveau par rapport à d'autres aussi. Donc forcément, on produit plus de normes dans ce champ-là qu'ailleurs. Mais tous les champs sont à explorer, que ce soit le champ des titres d'identité, par exemple, des normes locales sur certains secteurs, de la norme fiscale. Parce que à chaque fois que vous créez une exception, à chaque fois que vous créez une niche, vous complexifiez. Et derrière, voilà, ça fait le bonheur de certains et le malheur de beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente. Monsieur le Président Carrez, je vous donne la parole pour répondre à cette Merci, il y a beaucoup somme de questions. Merci beaucoup, parce que moi, je partage vraiment totalement tout ce qui a été dit. Je vais essayer de répondre, mais vous m'excuserez de façon un peu partielle, probablement. Tout d'abord, sur l'inflation, en termes de flux, non. J'ai l'impression, au contraire, que, comme vient de le dire Christine Pires-Beaune, les flux sont mieux maîtrisés, en tout cas sur le réglementaire. Et sur la loi, il y en a moins. Ça peut être lié d'ailleurs à d'autres circonstances, mais on observe qu'il y a moins de lois. En revanche, alors, on a un indicateur. Le Conseil d'État, avec le secrétariat général du gouvernement, a mis en place des indicateurs qui sont le nombre de textes, qui sont le nombre d'articles, qui sont le nombre de mots et qui sont le nombre de caractères. Donc, on mesure de façon quantitative. Et effectivement, il y a eu une très forte augmentation par rapport à il y a 20 ans, mais depuis quelques années, en dehors de la crise sanitaire, qui a provoqué beaucoup de textes, ça s'est réduit en quantité, mais pas forcément en complexité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure des textes de loi. D'ailleurs, on ne saurait trop inciter le gouvernement, dès lors qu'il présente des lois, à présenter des projets de loi les plus courts possibles, les plus concis possibles. Parce que dès lors que le texte de loi comporte de multiples, déjà 50 articles, avec tous les amendements, parlons-en, Christine Pires-Beaune s'en souvient, entre 2002 et 2017, 15 ans, j'ai bien les chiffres en tête, sur la première partie de la loi de finances, on avait en commission des finances entre 200 et 300 amendements. Et en séance, on avait entre 450 selon les années et 600. Parce qu'on pouvait déposer évidemment des amendements directement en séance. Aujourd'hui, on me dit c'est plus de 5000, 5 ou 6000. Alors, il y a, et ça on ne peut pas l'enlever, il y a les batailles de procédure, on multiplie les amendements. Mais ce n'est pas sur tous les textes. Et sur les lois de finances, en général, ce n'était pas le cas. Mais on observe quand même à une inflation d'amendements, mais qui occupe énormément de moyens. Et donc ces moyens, on ne peut pas les utiliser, par exemple, à travailler sur le stock de normes. Parce que ma réponse, c'est que, mais ça vient d'être dit par Mme Pires-Beaune, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est regarder dans le stock, mais pas partout. Il faudrait regarder les endroits les plus sensibles. Tout à l'heure, j'évoquais l'ensemble, urbanisme, environnement, logement, où là, probablement, il faut regarder les choses. Parce que, regardez, sur le logement et l'urbanisme, vous avez eu Élan, vous avez eu Allure, vous avez eu... Ça n'arrête pas. Moi, j'ai connu, y compris dans ma vie professionnelle, avant de devenir député, mais en code de l'urbanisme, on changeait sans arrêt, sans arrêt. Or, nous, les maires, on sait bien une chose, quand vous menez une opération d'urbanisme, une opération de coudes, vous avez besoin, ça prend du temps, le pas du temps est très long, vous avez besoin avant tout de la stabilité juridique. Et je réponds directement, parce que c'est un excellent exemple, en matière de fiscalité de l'épargne, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'à la Commission des finances, de concert, on a toujours essayé de faire la chasse aux niches fiscales? Mais regardez, l'investissement locatif, ça a démarré sous Paul Quilès en 1984,
Après Quilles, il y a eu Meignery. Après Meignery, il y a eu Besson 1, quand il était ministre sous Michel Rocard ou Pierre Bérégovoy. Après, il y a eu Périssol. Après, il y a eu Besson 2. Après, il y a eu Robien. Après, il y a eu Borloo. Après, et puis ça se termine, il y a eu le Cellier. Le Cellier qu'on a construit. Alors là, c'est nous qui sommes fautifs. La commission des finances. Et puis, il y a eu... Ça n'arrête pas de changer. Et comme l'a très bien dit Mme Pires-Beaune, vous avez tout un ensemble d'officines, de professions qui poussent à la roue. Par exemple, sur l'investissement outre-mer, qui est une complexité effroyable qui change tout le temps, vous avez des centaines d'emplois d'avocats fiscalistes ou de... donc nous, on doit veiller à lutter contre ça. Parce que je réponds à ce que vous disiez, Madame Sylvain-Bach, qui est très juste. Il faut se mettre aussi à la place, et ce que disait aussi Madame Couturier. Et ce que vous disiez, Christine Pires-Beaune, à propos du non-recours. Le destinataire, c'est essentiel pour la norme. Quand le destinataire, il a les moyens, des grosses communes, bon, il se débrouille de la complexité. Mais déjà, les petites communes, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, il y a une sorte d'élitisme qui se crée. Et quand ce n'est plus des institutions ou des entreprises, mais que ça devient de simples citoyens, une loi trop complexe, ça donne le non-recours, ça donne l'inintelligibilité. Alors le Conseil constitutionnel a bâti une jurisprudence sur ce qu'il appelle l'inintelligibilité et le caractère, la loi doit être intelligible et accessible, non-accessibilité de la loi. Alors petit à petit, d'après les informations, petit à petit, ils durcissent la jurisprudence, mais elle est essentielle par rapport à nos concitoyens. Parce que nos concitoyens, le président de la République le disait hier soir, et moi je partageais ce point, il a un sentiment d'injustice. Parce qu'il a le sentiment que la loi, elle est faite pour d'autres, elle est accessible à d'autres ou les règlements. Donc on doit être très vigilant là-dessus. Alors, sur les collectivités territoriales, on a démarré par les finances. Et vous avez raison de souligner que beaucoup de normes, on a démarré le CNEN, enfin la commission, sur les problèmes financiers, comme je disais, au sein du CFL. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, à coup de normes, d'ajouter des dépenses contraintes aux collectivités territoriales. Il y a tout un ensemble de réformes qui ont enlevé une partie des marges de manœuvre fiscales, et là aussi, c'est tous les gouvernements successifs. Ça s'est terminé en beauté, c'est vrai. Enfin, je dis terminé, non, c'est peut-être pas fini. Non, c'est pas fini avec la suppression de la taxe d'habitation, mais ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc, on ne peut plus se permettre d'ajouter des textes. Là, vous évoquiez, Madame, le travail qui a été fait par le CNEN sur un coût brut en 2022 de 3 milliards 200 millions pour les collectivités. Alors, c'est vrai que c'est sur deux textes essentiellement. En fait, c'est 3 milliards 9 et il y a deux textes, je vous les lis. Le décret qui s'intitule « Système de régulation de la température des systèmes de chauffage », 1,7 milliard d'euros. Système d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires, 1,5 milliard. Voilà. Donc on doit être très vigilant sur ce type de texte. Mais ma conviction, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'en rajouter. Et nous, au CNEN, bon, c'est comme dans cette maison. Ce qui est bien au CNEN, enfin, sur mes premières réunions, il y a une telle variété d'expériences qu'on a toujours un collègue qui connaît bien un sujet, qu'il connaît de l'intérieur. Donc, on a un retour terrain, pratique, qui est absolument essentiel pour apprécier la qualité d'un texte. Et c'est à partir de... mais ce retour d'expérience, je trouve qu'on ne le manie pas assez. Il faudrait développer ce qu'on appelle les études ex post. Et là aussi, on est en plein dans la mission d'évaluation du Parlement. On a voté un texte, il y a eu les décrets d'application. 3, 4, 5 ans après, comment ça se passe? La loi climat-résilience, la loi Allure, qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? Est-ce que ça marche ou pas? Ça fait partie, je pense, du rôle des parlementaires. Et pour répondre donc à votre question, sens inverse des dispositions réglementaires. C'est vous, je crois, M. Royer-Perrault, qui l'avez posé. Vous pouvez pas, en matière de fiscalité, mais c'était incroyable. Là, je parle sous le contrôle de Christine Pires-Beaune, mais le nombre de fois vous votez un texte
Et vous vous rendez compte qu'au BOFIP, alors par circulaire, au BOFIP, l'interprétation est complètement contraire. Moi, je me souviens, les holdings animatrices en matière d'ISF, ça c'est un cas d'école, les holdings animatrices. Bon, on vote quelque chose, ou la sous-capitalisation, puis on se rend compte que... Donc, moi j'ai une proposition à faire, Monsieur le Président, c'est que sur les décrets d'application, nous on les voit complètement en amont, décrets d'application d'un texte. Pourquoi est-ce que le rapporteur ne serait pas invité au CNEN? Ça, on peut le faire. Le rapporteur qui a suivi un texte, il vient, il est complètement en amont. Le décret, il n'est même pas passé encore au Conseil d'État. Et puis il nous dit, est-ce que c'est dans l'esprit, est-ce que c'est vraiment la bonne application du texte? Ça, c'est une proposition qu'on peut mettre en œuvre si vous êtes intéressé. Voilà, et c'est pas compliqué à faire. Sur les normes européennes, je réponds à Xavier Breton. Sur les normes européennes, il y a un travail avec l'Allemagne, mais pas avec, à ma connaissance, les autres pays au niveau public. En revanche, il y a des réunions très importantes faites au niveau des entreprises, les entreprises elles-mêmes. Et j'avais lu un rapport là-dessus, les Français ne sont pas assez vigilants. Parce que la norme, c'est également le pouvoir. Et par exemple, les entreprises allemandes, c'était omniprésente dans ces réunions de définition de normes à Bruxelles. Par exemple, j'avais connu ça parce que l'entreprise dans ma circonscription, la norme sur les biberons. Voilà. Eh bien, selon que ce sera telle ou telle norme européenne qui sera adoptée, c'est l'entreprise allemande ou l'entreprise française ou l'entreprise italienne. Et on doit être très, très vigilant sur ce sujet. Les avis, moi je ne suis pas favorable à donner un avis conforme. Parce que c'est... non, d'abord, on ne va pas donner un avis conforme et dire, voilà, le projet de loi qu'on nous propose, il est à mettre à la poubelle. C'est impensable sur les décrets. Mais par contre, les avis doivent être très motivés, avec des considérants, et nous nous appliquons à cela, à faire des avis très motivés. Et le Conseil d'État nous demande à avoir des avis motivés, parce que lui-même, dans son travail, sur le décret ou sur le projet de loi, il va pouvoir en tenir compte. Et même, j'ai eu l'occasion de rencontrer un membre du Conseil constitutionnel qui me disait, mais nous, au Conseil constitutionnel, enfin, on ne s'occupe que des lois, bien sûr, pas des règlements, mais au Conseil constitutionnel, nous regardons, l'avis du CNEN peut compter. Mais petit à petit, tout ça doit être intégré. Alain Lambert a fait un travail remarquable avec tous ses collègues. C'est une pression continue. Et alors, je réponds, parce que M. Dusigny a dit une chose très importante, c'est l'enchevêtrement des compétences. Vous allez à une inauguration d'une piscine ou de... Vous voyez, il y a 6 entités qui ont subventionné ou qui ont mis leur grain de sel. C'est sûr que c'est pas... voilà. Alors, une mission a été confiée, je les ai reçus juste avant Noël, sur ce sujet à Catherine Vautrin, mais elle aura autre chose à faire, je pense, et à Boris Ravignon, enfin Boris, et puis une autre mission, et je le vois la semaine prochaine, à Éric Woerth. Mais nous, anciens parlementaires, des missions, on en a connu tellement depuis... alors ça aide, ça permet de clarifier, et puis surtout, il y a une bonne volonté de part et d'autre, donc j'espère qu'on en tirera quelque chose. Mais vous êtes dans l'Aisne, vous avez beaucoup de chance, parce que vous n'avez que 4 niveaux de collectivité territoriale. Vous avez la commune, vous avez l'interco, vous avez le département, vous avez la région. Voilà. D'ailleurs, l'intercommunalité n'est pas une... Nous, on en a 5 dans le Val-de-Marne. On a la commune, on a l'interco, on a le département, on a la métropole du Grand Paris, on a la région. Et chacun s'efforce de mettre sa petite étiquette, voilà, ça a été subventionné. Oui, l'EPT, c'est l'interco, oui. EPT interco. Donc commune, EPT, voilà. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Je suis complètement d'accord avec vous. Il faut absolument simplifier. Alors, il y a la clause de compétence générale. Alors, on l'a enlevée, c'était en 2010,
pour les départements et les régions. Puis, elle a été rétablie, il me semble, en 2013 ou 2014. Il me semble qu'elle a été à nouveau enlevée. Je ne sais plus où on en est. Oui. Ils ne l'ont plus. Ils l'ont plus. Ils l'ont plus. Voilà. Il y a la commune et l'État. Oui. Alors, le destinataire, j'en ai parlé. Intelligibilité, accessibilité, expérimentation. J'ai du mal à me faire... Expérimentation, c'est une très vieille idée. Je me souviens, Pierre Méhaignerie, qui a été longtemps dans cette maison, s'est battu autant qu'il a pu, et on a obtenu de l'intégrer dans une réforme constitutionnelle. Alors, je ne sais plus laquelle c'était en 2000, au début des années 2000, ou s'il a fallu attendre 2008, je ne sais plus. Mais ce qu'on me dit, c'est que les conditions sont encore trop rigides, et par ailleurs, vous l'évoquiez, Mme Couturier, il y a le fait qu'on expérimente, d'accord, puis aussitôt après, on généralise. Alors on se demande si l'expérimentation, c'est pas une sorte d'alibi pour... voilà. Donc, mais nous sommes prisonniers dans notre beau pays d'une notion, ça aussi, ça frappe tous les observateurs extérieurs, l'égalité poussée à son paroxysme. Et donc, au nom de l'égalité, il faut que tout fonctionne de la même manière, qu'on soit à Dunkerque ou à Menton. Et ça, c'est vraiment un problème. L'interprétation par les juges. Alors, ça m'amène à parler d'un sujet, mais très rapidement pour conclure, que je n'ai pas abordé. Si on veut, dans le cas d'une loi qui donne les grandes orientations, de décrets qui permettent des possibilités d'adaptation sur le terrain, le tout se réalisant dans le cadre d'un dialogue élu local, enfin maire, exécutif local, parce qu'on reste toujours sur les collectivités territoriales, exécutifs locaux, préfets, mais préfets déconcentrés, qui a un vrai pouvoir, il faut que les deux partenaires, les deux parties, puissent prendre des risques. Et qu'ils ne se fassent pas ensuite taper sur les doigts, et parfois de façon violente, par le juge. Et ça, c'est tout un problème. Parce que beaucoup de collègues disent, nous on fait remonter, on a besoin de normes, parce qu'il y a quand même un risque pénal. Et ça, et moi, j'ai été témoin Jean-Paul Delevoye m'avait, c'était en 2000, envoyé à l'Assemblée départementale des maires du Var, et ça, moi, ça m'a marqué à vie. Le préfet fait son exposé, je fais mon exposé sur les finances locales, publiques. Il y avait 800 maires, hein, c'était une réunion très importante. Et tout d'un coup, à la fin, il y a un vieux monsieur qui se lève et qui dit « Je vais mourir déshonoré ». Il explique qu'il était maire depuis 1936 et qu'il venait d'être condamné par la justice parce qu'un jeune s'était noyé dans un étang de la commune et il était condamné parce qu'il n'y avait pas de panneau interdiction de se baigner. Voilà. Il y a eu un silence, vraiment. Et on a derrière voté la loi Fauchon, qui est partie du Sénat. Hein. C'est bien Fauchon le nom, hein, je crois, cette loi. Aujourd'hui, on a un système, alors à l'AMF, on me dit qu'il est peut-être pas, il faudrait peut-être y revenir, mais je me méfie, qui permet de protéger. Mais souvent, l'appel de normes, dans ce que j'appelle la partie ascendante, c'est lié au fait qu'on ne veut pas prendre le risque. Et donc, il faut une nouvelle culture où il y a une prise de risque, mais une prise de risque assumée conjointement, État et puis collectivité, et puis quand même des lois protectrices, sinon ça ne marchera pas. Voilà quelques... Et donc sur le stock, mais je l'ai dit, peut-être un coup de projecteur sur 2-3 secteurs sensibles et regarder comment ça se passe. Oui, je disais hier, je rencontrais les personnes du Conseil d'État, on envisageait, c'est très utile, enfin un colloque où on réunit les parties, puis chacun discute, apporte son expérience, et je disais au vice-président du Conseil d'État qu'on pourrait organiser un colloque en invitant des rapporteurs de textes, de quelques textes emblématiques qui ont été votés il y a 4 ans, 5 ans,
nos rapporteurs pour qu'ils donnent leur expérience, qu'ils disent voilà pourquoi nous, on a ajouté ceci, cela, on a souhaité ajouter, voilà ce qu'on sait de l'application sur le terrain, et qu'ils puissent faire part de leur expérience. Mais ici, dans cette maison, on est au cœur du sujet, hein, ça je vous l'assure, on est au cœur du sujet. En tout cas, merci de votre attention et de votre invitation sur ce sujet qui, vous voyez, qui est un sujet passionnant. On va clore la réunion parce qu'on est déjà à 1h30 d'échange. Je sais que je vais faire des envieux, mais comme je reverrai Gilles Carrez très bientôt pour parler de ce partenariat, je pourrais me faire l'expression de certaines de vos interrogations et on aura notamment à discuter de cette possibilité et de la manière de la rendre effective pour les rapporteurs, effectivement, d'être devant le CNEN, ce qui me paraît évidemment très important. Et puis merci d'avoir évoqué incidemment la mémoire de Pierre Fauchon, sénateur du Loir-et-Cher, centriste, qui était un sénateur remarquable et un législateur de grande qualité et de grande intégrité. Mes chers collègues, merci. Et merci à vous, Monsieur le Président, de cet échange passionnant et passionné.